Aujourd'hui, je suis encore et toujours en bout de rush, en bout de course, et on fait ce qu'on peut pour tenir, c'est-à-dire, en fait, on essaie d'accélérer autant que possible. C'est pas du tout de ça dont je vais parler, mais d'une qui a été en bout de course, mais qui y a cru, d'une certaine façon. On va parler de la doctoresse Madeleine Pelletier. Rapidement, Madeleine Pelletier, c'est quelqu'un qui est important pour l'histoire des sciences et l'histoire, on va dire, féminine des sciences, parce qu'elle... bon, je vous fais un petit résumé à l'arrache de sa vie. Elle est née dans une famille assez pauvre, ouvrière parisienne. Elle n'a pas tellement aimé son enfance du tout. Elle vient d'une famille même assez bigote, qui l'isolait dans un quartier qui est un quartier plutôt de gauche. Sa mère était très bigote, elle-même est devenue assez vite athée. Et Pelletier, c'est quelqu'un qui a réussi, bon, ben, grâce à son intelligence exceptionnelle d'abord, et ensuite un travail acharné et une volonté hallucinante à passer le bac, faire sa médecine, et elle est même devenue la première femme interne en psychiatrie de France, ce qui n'était pas rien, et cela notamment avec le soutien des militantes, parce qu'institutionnellement, en fait, elle a été refusée pour faire les stages qui étaient nécessaires pour valider donc son diplôme de psychiatre. Elle était aussi membre de la Société d'anthropologie de Paul Broca, la Société d'anthropologie de Paris fondée par Paul Broca. Donc c'est quelqu'un et qui a fait des articles et qui incarne ce qu'on appelle, ce qu'elle a appelé un féminisme intégral, qu'on pourrait appeler un féminisme radical. L'appellation de féminisme radical, aujourd'hui, elle apparaît comme assez polémique parce qu'elle rejoint des mouvements transphobes. Et il y a une transphobie spécifique au féminisme radical qui, en fait, ne recoupe que très partiellement ce qu'est le féminisme radical, qui est plutôt une expression de la seconde vague des années 70, aux États-Unis comme en France, et dans les autres pays féministes, mais c'est là où je connais le mieux la situation, et surtout en France, en fait. Et ce qu'on appelle radical, c'est qu'il va essayer de remonter à la racine pour renverser le système. Donc le féminisme radical, on peut pas tellement dire qu'il a une optique révolutionnaire ou réformiste, dans le sens où, en fait, je crois que ça ne se pose pas comme ça pour les féministes, parce qu'en fait, par révolutionnaire, ce qu'on entend souvent, ça va être, par exemple, qui aura ou non recours à la violence. Des féministes ont eu recours à la violence, c'est le cas des suffragettes. Aux États-Unis, j'en ai déjà parlé. Mais c'est donc la volonté d'une tabula rasa qui, en fait, est la seule façon d'extirper le patriarcat du quotidien et d'avoir un mode de vie peut-être plus serein. Alors, attention, mode de vie, style de vie, ça fait partie des choses qui sont particulièrement épinglées par les féminismes radicales passées ou présentes. C'est quelque chose que j'ai pu voir chez Audre Lorde ou chez Adrienne Rich ces derniers jours, et bon, il y a des moments où je vais parler plus d'Audre Lorde et d'Adrienne Rich, ou Audre Lorde, je suis sûre que je le prononce mal, comme d'habitude. C'est-à-dire que ce qu'elles entendent par mode de vie, ça serait un féminisme en fait plutôt libéral, qui va adopter des choses qui peuvent être à la mode, alors peut-être pas la mode dominante, mais la mode de certaines catégories socio-pro. Bon, c'est le fait de porter des tote bags, je sais pas, là je donne l'exemple le plus bête et métonymique, mais aussi. Mais c'est-à-dire qu'il faut aller au-delà du style de vie et de l'ornementation de la vie. Et ça fait partie des choses, enfin des raisons. Alors j'ai lu Rich et Lord assez récemment, mais c'est un peu ce que je pressentais quand j'avais lu le livre sur les styles de Marielle Massé. Il y avait un truc qui collait pas, quoi. Enfin, qui pour moi était de l'ordre, même pas d'un romantisme révolutionnaire, quoi. Parce qu'au moins, quand on est dans une espèce de fétichisation de la révolution, on pense quand même révolution, même si on va passer par le folklore, ce qui est un leurre politiquement, c'est un leurre. Ça permet aussi le folklore d'avoir des signes de connivence, mais on va rester dans ce leurre qui n'est même pas de l'empowerment. Et je reviendrai sur l'empowerment parce que les lectures conjointes, surtout de Lord en fait, sur ce qu'est et de Patricia Hill Collins, m'amènent à repenser l'empowerment, mais je suis toujours tellement sceptique sur l'empowerment. J'y crois pas. J'arrive pas à y croire. Bon, tout ça, c'était pour parler de Madeleine Pelletier. Donc, elle est née dans un milieu pauvre, elle a une carrière scientifique et médicale hallucinante. Alors, sa carrière médicale est quand même entravée par le fait d'être une femme.
Elle, en plus, elle pratique dans les quartiers pauvres de Paris, ce qui, bah, on le sait déjà avec Céline, mais enfin, être médecin dans les quartiers pauvres dans la première moitié du XXe siècle, elle est née à la fin du XIXe, je crois qu'elle est née dans les années 80 peut-être, 1880, là ça me revient plus. Elle est morte en 1939. Elle gagne pas beaucoup d'argent, Madeleine Pelletier. Voilà. C'est dur pour elle de se faire une clientèle, et en plus, elle a une clientèle qui paie pas, en gros. Parce qu'elle ne peut pas payer. Et c'est quelqu'un qui a d'abord, alors je sais plus dans quel ordre, mais qui a fréquenté les milieux anarchistes, les milieux socialistes, communistes, qui a participé aux internationales, qui a été en Russie de façon doublement clandestine, clandestine par rapport à l'URSS, hein, et clandestine également par rapport au PCF de l'époque. Elle en a fait un bouquin que je n'ai pas encore lu, Mon voyage aventureux en Russie, ça a l'air d'être quand même assez cocasse, et qui est connu par un féminisme, on va dire, intransigeant. C'est-à-dire que Pelletier, donc, elle fait partie de ces féministes de la belle époque, mais quand on la voit sur les photos de groupe, elle tranche par rapport aux autres. Elle va pas avoir de chapeau, en tout cas pas de ces chapeaux très grands, plein de fanfreluches. Elle s'habille elle-même soit de façon masculine, soit carrément en homme. Alors j'ai imprimé une photo qui va me faire ma miniature, mais mon impression est mauvaise. On va quand même la montrer. Je sais pas la date de cette photo, mais là, Madeleine Pelletier est habillée en homme. Et en fait, même quand elle pouvait porter des jupes, là c'est un pantalon quand on a la photo en entier, euh, de, 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 comment dire, de plein pied. Bon, bah c'est cheveux courts, chapeau melon, pantalon. Elle avait un de ses permis de travestissement hein, parisien, comme très très peu de femmes à Paris. Rosa Bonheur, mais que pour la peinture par exemple, Rosa Bonheur. Et alors, Rosa Bonheur, c'est antérieur évidemment à Madeleine Pelletier. Une ou deux écuyères ou des trucs comme ça. Enfin, le permis de travestissement, c'est assez compliqué. Alors, il y a une histoire politique du pantalon par Christine Barre, j'ai le bouquin qui est quelque part par là dans une pile que j'ai pas encore lue. Mais voilà, c'est l'histoire de la jupe, l'histoire du pantalon, c'est quand même des histoires politiques en fait du vêtement. Donc Pelletier pratique politiquement au quotidien son féminisme comme aucune féministe de son époque, et elle est assez isolée globalement. Elle essaie de militer beaucoup hein, donc pour le droit de vote des femmes. Bon, ben, elle mourra hein, avant que les femmes puissent voter en France. Et elle milite aussi pour le droit à l'avortement à une époque où l'avortement commence à être criminalisé. Et elle pratique des avortements. Alors, et c'est ce qui fait qu'elle est arrêtée. On évite un procès qui aurait pu être embêtant en la déclarant en fait, pénalement irresponsable et en l'enfermant dans un asile psychiatrique, je crois que c'est à Épinay, où elle meurt en 1939. Donc c'est quand même un destin tragique, Madeleine Pelletier, hein, vraiment tragique. Et pour moi, un des plus émouvants de toutes les féministes que j'étudie, avec les Saint-Simoniennes qui me touchent énormément, mais on sait moins de choses des Saint-Simoniennes, alors c'est plus dur que sur Pelletier. Bon, voilà, Pelletier, on a des photos par exemple. Je crois pas qu'on ait d'enregistrement audio ou filmé hein, de Pelletier. On n'est pas à ce stade-là. Et on retrouve encore ce genre Je pense qu'on peut encore trouver des traces sur Pelletier. Il y a quelques livres qui ont été publiés sur elle. J'avais une biographie, j'essaie de remettre il y a quelques années. C'est en fait de cette biographie qui est né pour moi mon projet de postdoc. Parce que dans un article de 1905, déjà, Pelletier distingue ce qu'elle appelle le sexe psychologique et le sexe biologique. Et en fait, elle affine hein, ces choses-là. Donc en fait, c'est la première constructiviste qui théorise vraiment le constructivisme, une séparation nature-culture au niveau donc, de ce qu'elle appelle le sexe. Hein, on est au début du XXe siècle. Il faut attendre la fin des années 70, les années 80 pour commencer un tout petit peu à voir le terme de genre. Donc là, voilà, j'utilise des termes d'époque, toujours compliqué, hein, ces questions d'anachronisme, à plein de niveaux, hein, scientifique, éthique. Mais Pelletier, voilà, c'est cette femme qui commence hein, à penser le constructivisme avant Beauvoir. Alors, il y a eu un film hein, sur Madeleine Pelletier, il y a eu une projection à Marguerite Durand en décembre, j'avais été avec une amie très chère, qui apparaîtra un jour sur la chaîne, c'est juste qu'on n'a pas le temps, mais ça arrive bientôt, je te jure. Bon, ça serait bien que ce film ait une plus grande diffusion. Il avait des défauts en tant que film, mais il était précieux parce qu'on avait quand même... Enfin, j'ai appris plein de choses, hein, même en ayant déjà lu au moins une biographie sur Madeleine Pelletier. Et là, je voudrais parler, alors ça va peut-être être un peu long,
mais d'un article ou d'une brochure. J'étais un peu surprise en imprimant, parce que j'ai lu ça hier soir, en entier, hein, je l'avais déjà parcouru plusieurs fois, sur bon, voilà, une brochure, Madeleine Pelletier en a fait pas mal, qui s'appelle Éducation féministe des filles et qui date de 1914. Alors ça, c'est notamment étudié par Vanina Mosiconacci dans sa thèse, je crois que j'ai réussi à le dire, Vanina m'en veut pas. Alors moi, j'ai lu la version, enfin j'ai parcouru, je ne l'ai pas lu en entier du tout, mais la version thèse, en fait, jury, et pas la version publique. Je vais essayer de penser à mettre quand même la référence et un lien. Parce que Pelletier, elle pose une question en fait qui est très simple, c'est-à-dire comment faire concrètement une éducation féministe. Bon, on peut voir au moins depuis les Saint-Simoniennes, mais on le voit en fait depuis Christine de Pisan, au moins dans toute cette longue querelle des femmes, qu'on appelle la querelle des femmes, et qui est en fait la façon dont les hommes font la guerre aux femmes, non seulement en les opprimant et en les exploitant, mais aussi en les discréditant et en les dénigrant symboliquement, et en leur empêchant l'accès à peu près tout ce qui peut être un peu intéressant dans la vie, et qui permet de toute façon déjà concrètement de vivre et non pas de survivre. Boum. Et donc notamment à l'éducation. Alors Pisan a déjà conscience que de l'éducation très différenciée des filles et des garçons. Christine Pisan, on est au XIVe siècle, dans la Cité des Dames. Et ce n'est pas un hasard si déjà les Saint-Simoniennes revendiquent un droit à l'éducation, revendiquent des cours, au moins des cours du soir pour les ouvrières qui n'ont pas eu. Sur les écoles primaires, j'ai pas forcément vu énormément de choses, mais revendiquent que les femmes puissent devenir institutrices, et beaucoup sont devenues institutrices d'ailleurs parmi les Saint-Simoniennes, ce n'est pas un hasard, ou sages-femmes comme Suzanne Volquin, ça c'est un cas un peu plus particulier et intéressant. Ce droit à l'éducation, il est revendiqué avant le droit de vote, bien avant le droit de vote, il est revendiqué avant qu'on parle de suffrage universel. Et qu'on puisse se dire que le suffrage universel, en étant que masculin, n'est pas un suffrage universel du tout, ou que les lois universelles ne le sont pas quand elles ne prennent pas en compte les femmes. Et l'accès aux différents grades universitaires, aux différentes écoles, il s'est fait dans la douleur, le militantisme. Les portes des universités ne se sont ouvertes qu'à coups de bélier. Elles ont été enfoncées par les militantes, et il faut savoir que Marie Curie, quand qui a été la première femme à vraiment enseigner, professer un cours de physique en Sorbonne, l'a fait parce que son mari était mort et que personne ne pouvait le remplacer. Donc, il faut un homme mort pour qu'une femme comme Marie Curie, 2 prix Nobel, alors elle n'avait pas encore eu le deuxième, puisse accéder à ça, à une position, c'est-à-dire en fait qu'on a privé même les garçons de l'enseignement de femmes comme Marie Curie. Et on sait que les femmes ne sont arrivées, que les premières étudiantes dans les universités françaises étaient des étrangères, et elles n'étaient tolérées que parce qu'elles étaient étrangères et pas françaises. Donc on a quelque chose, donc là c'est vraiment une façon très étrange d'être xénophobe. De toute façon, le féminisme, il force toujours à penser toutes les luttes de façon transversale et différente. Sur l'échiquier politique, bien sûr qu'il est à gauche, mais il oblige à repenser tout ce qui est de gauche. Et voilà, sur la question du droit de vote des femmes, on sait que les radicaux socialistes s'opposaient au droit de vote des femmes parce que les femmes allaient voter comme les curés. Donc il ne fallait pas augmenter le poids de l'Église. Donc c'était un argument de gauche qui s'opposait au droit de vote des femmes et qui était majoritaire. Non, on est dans cette histoire-là, dans cette histoire très très compliquée de l'accès au savoir et à quelques droits pour les femmes, et ces droits, globalement, légalement, ils sont à peu près atteints dans un pays comme la France, ils sont toujours fragiles, et en pratique, ils ne sont pas atteints du tout. On est toujours dans une situation d'inégalité absolument criante, et injuste et immonde. Et si on parle de légalisation, le quotient familial pour les impôts, c'est une façon légalement de faire payer plus d'impôts aux femmes qu'aux hommes, surtout quand on passe au prélèvement à la source. C'est-à-dire que le quotient familial, il est calculé au niveau de la famille, du foyer fiscal. Statistiquement, les hommes gagnant bien plus que les femmes, c'est pas seulement que les femmes elles gagnent un tiers de moins, quand on le prend dans l'autre sens, c'est que les hommes gagnent 50% de plus. Répartir entre 2 individus la charge de l'impôt, c'est faire payer plus d'impôts aux femmes, par exemple. Et ça c'est la loi. Alors c'est pas une loi qui est formulée en des termes sexués ou genrés,
Mais dans les faits, c'est une loi qui est profondément sexiste, et qui est d'ailleurs une exception française. C'est pour ça, en fait, que le gouvernement s'est autant opposé à la déconjugalisation de l'AAH, de la location adulte handicapé, parce que derrière, il y a le quotient familial. Et que le quotient familial rapporte beaucoup d'argent à l'État. Parce que les femmes paient plus. Non seulement elles travaillent plus sans être payées, beaucoup plus, mais en plus elles paient plus. C'est sympa, hein. C'est par exemple aussi quand il est possible de sortir, enfin, que les pensions familiales alimentaires sont imposables. Donc déductibles d'un côté et imposables de l'autre. Et donc elles vont amener à réduire les minima sociaux ou les allocations d'un autre côté. C'est ça, des lois sexistes. Ou c'est la loi Boutin qui exige que, pour la sécurité là, des loyers, de gagner 3 fois plus que le loyer. Donc les loyers sont hors de prix, mais en plus la nécessité du revenu fait que le logement est inaccessible aux femmes, ce qui veut dire qu'elles ne peuvent pas partir, surtout quand il y a des enfants. C'est ça que ça veut dire. Donc même en France, on n'est pas du tout... on n'a pas du tout le cul sorti des ronces. Hein. Pas du tout. Vraiment pas. Et même d'un point de vue légal. Absolument légal. Et je parle même pas des lois sur le consentement sexuel, etc. On parle même pas d'application des lois, là. On parle des lois, des textes. L'éducation féministe des filles, bon, mais c'est une brochure, donc c'est pas très long en tant que brochure, mais c'est un peu plus long que ce que je pensais en tant que texte. Là, je l'ai vu en l'imprimant, donc là, c'est du verso simple sur brouillon. Sur brouillon de cours et d'épreuves de thèse. On va lire quelques passages, le commenter, parce que c'est quand même un texte qui est vraiment intéressant. Allez, j'y vais. Chapitre 1er, valeurs de l'éducation. On a dit avec raison que les peuples n'ont jamais que le gouvernement qu'ils méritent. Alors ça s'appelle le tact habituel de Madeleine Pelletier. Boum dans ta gueule. Alors après, ce qu'il y a derrière, c'est la pensée anarchiste de Pelletier et sa fréquentation des milieux anarchistes. Ce qu'il y a derrière, c'est Étienne de la Boétie. C'est le discours sur la servitude volontaire. Je crois pas avoir fait de vidéo là-dessus d'ailleurs, ça serait pas mal, un de ces quatre. Un peuple opprimé qui ne mériterait pas de l'être s'insurgerait contre ses oppresseurs et les mettrait hors d'état de les tyranniser. Cette vérité s'applique non seulement au peuple, mais à toutes les collectivités. Le prolétariat mérite certainement le sort qui lui est fait dans la société présente. S'il ne le méritait pas, étant donné qu'il forme la majorité de la nation, il y a longtemps qu'il aurait dépossédé la bourgeoisie de son pouvoir. Alors c'est du boum dans ta gueule, c'est de la Boétie, mais c'est aussi ce qu'on appelle du victim blaming. Donc, bon, là, elle n'a pas une vision très claire de ce qui fait qu'il est difficile de s'organiser à un moment ou à un autre. On a avancé sur ces questions-là. Notamment, Frantz Fanon est très précieux pour parler de colonisation mentale. Là, mes termes ne sont pas exacts, mais dans Peau noire, masque blanc. Je suis sûre que je vais me tromper dans le titre et que ça va être ridicule. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. Il y a mais en fait, il y a vraiment une psychiatrie, une analyse psychiatrique de ce que c'est être colonisé et qui s'applique pas si mal que ça à la situation des femmes, mais évidemment pas directement. Qui permet de comprendre un peu ce qui se passe et on a avancé aujourd'hui pour comprendre ce qu'est le victim blaming. Bon, après voilà, Pelletier, c'est quelqu'un qui, dans son parcours individuel, a une telle force de caractère qu'elle est intransigeante avec quiconque. Même vérité pour les sexes. Mise en marge de la société, la femme, en tant que collectivité, mérite la situation servile qui lui est départie. Elle ne sait que gémir lorsque le joug du mal est trop dur. Alors, vraiment victime blaming. Si elle montrait plus de dignité, si elle savait mieux s'organiser, si elle revendiquait avec plus d'énergie, elle aurait depuis longtemps conquis l'égalité politique et sociale. Alors, on va le voir, de toute façon, l'éducation façon Madeleine Pelletier, c'est une éducation qui est dure. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est aussi, au-delà de ces jugements de valeur, discutables, évidemment, polémiques, certainement, ce que l'on a, c'est vraiment de penser la femme en tant que collectivité, oppression, et ça, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes. Parce qu'elle politise très clairement la situation des femmes. Mais il n'y a pas à vitupérer les opprimés de leur peu de ressort moral, ils sont ce qu'ils sont. Bon, voilà, ça rattrape.
L'homme fait la condition et la condition fait l'homme. Et là, ça devient intéressant. Le psychologue et le social, interdépendants l'un de l'autre, ou interdépendent, je pense qu'il y a une faute de... Là, je l'ai pris sur Wikisource, en fait. J'ai pas lu la brochure originale, mais je pense que dans la transcription, ici, ça doit être interdépendant. C'est-à-dire que si j'étais scientifique, là, Wikisource, c'est très pratique pour faire ce genre de choses, mais en tant que scientifique, je ne pourrais pas citer que Wikisource. Il faudrait vraiment que je retourne au texte original, que je n'ai pas trouvé en ligne. Donc là, il faudrait que j'aille en bibliothèque pour le consulter moi-même. Seules de rares individualités supérieures ont été capables de se rebeller contre la situation à elles faite et d'inciter à la rébellion leurs frères de servitude. On a des exemples, c'est Toussaint Louverture, par exemple, sur l'homme de Gouges. Alors ça, c'est une pensée qu'on va aussi retrouver chez Clémence Royer. C'est la pensée de I'm not the other girls appliquée au féminisme, c'est-à-dire de la femme de génie. Alors, de génie, je ne dis pas que le terme génie, Pelletier s'applique à elle-même, j'en sais rien. Il y a une brochure sur les femmes doivent avoir du génie, je ne l'ai pas encore lu. Enfin, Pelletier, c'est pas quelqu'un que j'ai encore beaucoup lu, mais c'est quelqu'un que je vais beaucoup lire. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça, mais qui est très lié à l'époque, hein, de voir ce que Hegel appelle le héros, c'est-à-dire l'incarnation de son époque, maintenant ce qui va faire advenir l'époque, et qui, au moment où Madeleine Pelletier écrit, en fait, est très présent par la pensée de Nietzsche, avant par celle de Carlyle, enfin, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps et qui est porté par le romantisme. Sous Nietzsche, c'est du romantisme. Wow, tous les philosophes en PLS. Les masses subissent leurs conditions, ne comprenant même pas qu'elles puissent changer. À la longue, cependant, et sous l'influence des individualités d'élite, des évolutions sociales, je suis trop pressée, s'effectuent. Les plébéiens finiront par s'affranchir du patriciat. Patriciat, c'est intéressant. Là aussi, comment on va dire le patriarcat, ça fait partie des choses que je prévois d'étudier. Hein. Comment conceptualiser le patriarcat, c'est aussi comment le nommer. Et là, pour le moment, là, moi, je suis encore sur du dépouillement de 48. Hein. La bourgeoisie, donc c'est des choses qui vont venir. Hein. La bourgeoisie a triomphé de la noblesse, le prolétariat triomphera de la bourgeoisie, la femme est en train de s'émanciper de la tutelle de l'homme. Voilà, quelque chose qui est quand même un peu plus glorieux. Mais toujours avec ce modèle du héros. L'œuvre d'affranchissement féminin est avant tout une œuvre collective, boum, politique. C'est l'État, par la législation, qui émancipera la femme. Ah, c'est pas ne me libère pas, je m'en charge, mais il y a une pensée très forte de l'État chez Pelletier, et on va comprendre pourquoi. Donc il y a la législation, donc par faisant, ça c'est vraiment par faire, hein, en le sanctionnant, le travail commencé par l'évolution économique. Donc on est quand même dans une histoire qui est marxiste, hein, et qui va être matérialiste. Le droit de vote et d'éligibilité transformeront la mentalité de la femme et modifieront les mœurs. L'ambition que la femme n'avait qu'à travers l'homme, l'homme, fils, mari ou amant dont elle partageait la vie, elle le sentira pour son propre compte. Et sous l'impulsion de cette passion stimulante, surgira de la masse du sexe une élite intelligente, courageuse, remuante, qui, à la suite, entraînera le reste. Donc là, on a en fait une philosophie de l'histoire de Madeleine Pelletier, qui correspond vraiment aux philosophies de l'histoire de gauche et d'extrême gauche de son temps. Et qui est certes pessimiste pour le court terme, mais qui est plutôt optimiste sur un moyen terme. L'œuvre d'affranchissement féminin est avant tout une œuvre collective. Donc ça, j'ai lu. Mieux considérées, les femmes perdront leur timidité qui les infériorise. Donc il y a des raisons collectives, sociales, à la psychologie individuelle. Elles parleront aux hommes comme un égal parle à un égal. Ce que Pelletier fait elle-même dans sa vie. Elle est rare. C'est rare. Ah, j'ai oublié de le dire, elle, c'est pas docteur Pelletier, c'est doctoresse Pelletier. Moi, en fait, c'est de Pelletier que je me revendique doctoresse et pas docteureux. C'est pour Pelletier. En face de l'éducation sociale, l'éducation individuelle n'a qu'un pouvoir très restreint. Aussi, ne m'arriverait-il jamais de préconiser la création d'écoles féministes. Et là, on peut voir des questions que se posera dans quelques temps Virginia Woolf avec 3 guinées. Que fait-on de ces 3 guinées que l'on a et que l'on nous demande ? Évidemment, il y a des circonstances où l'on se trouve obligé d'accepter la situation qui s'offre à vous. Il y a une pensée du compromis. Si une féministe fortunée tenait absolument à consacrer à une école la somme dont elle aurait décidé de disposer pour la cause, il ne faudrait pas l'en empêcher,
Un effort n'est jamais absolument inutile, mais il vaudrait mieux employer l'argent à une campagne d'agitation. Et on va comprendre pourquoi. Une réforme d'émancipation féminine parle à toute la population. Une école ne s'adresse qu'à un très petit nombre de personnes et, comme son effort est contrarié par la société entière, le résultat est nul ou à peu près. C'est la goutte d'eau dans l'océan. Alors ceci contredit quand même cette idée d'élite, mais parce qu'en fait pour Pelletier, l'élite ça va être un phénomène spontané de transformation de la masse. Donc il n'est pas pertinent ou efficace de former une élite, une avant-garde éclairée, hein, pour entraîner la masse à sa suite. Il faut transformer plus largement, et donc vaut mieux de l'agit-prop hein, que la formation de cette élite, s'il faut choisir. Seules les collectivités très puissantes, comme l'Église, peuvent tirer profit de l'enseignement. Détentrice de sommes colossales, pourvue d'un personnel nombreux et dévoué, l'Église peut multiplier les établissements au point de concurrencer l'État lui-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve beaucoup dans l'anti-jésuitisme et dans l'anticléricalisme de la période, l'idée que l'Église est un État dans l'État, ce qui en fait était vrai. Voilà. Donc ce qui fait partie des raisons qui ont mené à 1905, mais qui sont toujours présentes dans ces années 10. Enfin, ce qui était vrai. Ce qui n'était pas illégitime comme pensée. Après, moi, je ne connais pas assez bien l'histoire de l'Église et de l'anticléricalisme pour l'affirmer. Des nombreux élèves qu'elle forme, beaucoup, donc l'Église, beaucoup échappent à son influence, mais il leur reste assez pour conserver quelques pouvoirs. Les écoles que fondent les anarchistes, au contraire, n'augmentent que peu la puissance de leur parti. Leur seule utilité est d'être le prétexte de réunions dans les milieux populaires, où les réunions n'auraient que peu de succès si on n'en variait pas les prétextes. Donc, en fait, les gens viennent parce que il y a de la com, en gros, il y a du marketing, on va changer de sujet, donc finalement, il y a toujours quelque chose qui m'intéressait. C'est donc sans grand espoir que j'écris ce petit livre. Et ce que j'attends de lui, c'est bien plutôt les discussions auxquelles il donnera lieu dans les milieux féministes qu'un résultat vraiment pratique. Et là, on a vraiment un pessimisme absolu de Madeleine Pelletier, mais un pessimisme, en fait, qui est aussi une tactique, une stratégie. Elle dit à qui elle s'adresse. Donc elle le publie pour tout le monde, mais elle s'adresse aux féministes. Car l'éducation féministe individuelle dont j'essaie de tracer les grandes lignes ne donnerait guère de résultats. Il est à peu près impossible d'élever un enfant dans des idées qui sont en opposition avec l'immense majorité du corps social. La mère féministe aura contre elle son mari, ses domestiques si elle en a, ses amis, les voisins, l'école, les passants dans la rue, la société tout entière enfin. On ne peut rien seul. Alors même qu'elle aurait l'énergie nécessaire pour résister à tous et à tous, elle échouerait encore car son enfant l'abandonnerait pour aller avec la majorité, c'est-à-dire avec la force. C'est dur, hein. Et ça, c'est un peu ce qui est arrivé à Schopenhauer et à sa maman. Et qui explique pourquoi je m'agace autant dans les commentaires sous la vidéo Schopenhauer. Alors, allez, donnez de la force à cette vidéo. Je vais dire... mais je me prends que des espèces de rebuts de philosophie schopenhauerienne, de gens qui comprennent juste que Schopenhauer est misogyne et qui en sont heureux, quoi, sous cette vidéo. C'est pathétique. Néanmoins, je ne crois pas faire une œuvre inutile. Si la mère féministe ne suit pas à la lettre notre programme, elle tâchera d'en appliquer quelques articles et ce sera toujours autant. On ne peut pas faire grand-chose, mais on va quand même faire ce qu'on peut, hein, même si on peut peu. En outre, je me permets d'espérer que mon petit livre la fera réfléchir sur l'éducation féministe et, en y pensant, peut-être lui viendra-t-il une idée à laquelle nous n'avons pas songé et qui se trouvera plus aisément réalisable dans son milieu particulier. Souvent, féministes elles-mêmes, les mères ne savent pas donner à leurs filles une éducation féministe. Donc là, on est sur le constat. L'idée de s'affranchir ne leur est venue que tardivement, et tout en essayant de faire partager à leurs enfants les idées générales qu'elles ont sur l'émancipation de la femme, elles les élèvent comme elles ont été élevées elles-mêmes, c'est-à-dire selon la tradition. Patriarcat. Puisse mon petit ouvrage leur permettre de mieux raccorder leurs pratiques avec leurs principes. Mais nos espoirs ne seront comblés que si notre travail détermine les professeurs et les féministes à former à nos idées leurs élèves. Si les écoles particulières sont de peu, les écoles de l'État, étant donné leur nombre, permettent d'agir sur une échelle qui en vaut bien la peine. On ne sait jamais, hein, peut-être qu'on va nous entendre. La réponse est non, on n'entendra pas. Songez, mesdames les maîtresses, que c'est toute la France féminine de demain que vous avez entre les mains. Et on le sait, ça c'est moi qui le rajoute, mais il y a énormément de féministes, ou alors il y a beaucoup d'institutrices parmi les féministes, ce qui montre vraiment cet entrecroisement à plein de niveaux, féminisme, instruction, éducation.
D'ailleurs, elle parle d'éducation, hein, pas d'instruction. L'instruction, c'est on va donner des savoirs. Éducation, c'est plus global. Par votre action, donc mesdames les maîtresses, donc maîtresses d'école, hein, maîtresses de pension, on dit beaucoup à l'époque. Si vous le voulez, en 10 ans, toutes les jeunes filles seront en état de comprendre ce qu'a d'inique la condition de la femme et de revendiquer l'égalité des sexes. Donc, on peut former, peut-être pas les femmes de demain, mais on peut former les militantes qui réclameront ce qu'il faut pour faire advenir les femmes de demain. Certes, le lycée et l'école ne sont pas tout, et la propagande féministe qu'on y ferait serait annihilée presque partout par les influences familiales et ambiantes. Néanmoins, il en resterait quelque chose, il en resterait même beaucoup. On ne peut pas tout faire, mais on peut essayer un peu plus fort. Il est vrai, les programmes. Mais les programmes règlent surtout les matières de l'enseignement. L'esprit, l'éducatrice peut, dans une large mesure, en faire ce qu'elle veut. Et en fait, de moins en moins, mais c'est ça la liberté pédagogique. Qui l'empêche, par exemple, dans son cours d'histoire, de montrer toute l'injustice de la loi salique qui excluait les femmes du trône. À propos de Jeanne d'Arc, elle montrera qu'il n'est pas impossible à une femme de conduire une armée à la victoire. Au lieu de présenter la bonne Lorraine comme une manière d'illuminer, elle en fera la figure féministe la plus vigoureuse, la femme générale en chef. On va rappeler que Jeanne d'Arc est pendant tout le XIXe siècle et encore au début du XXe siècle un symbole féministe. C'est un échec. C'est vraiment un échec politique grave et qui montre à quel point les féministes ont été mises sous le bus, ou le tramway ou ce que vous voulez, par les hommes de gauche, que Jeanne d'Arc soit devenue un symbole d'extrême droite. C'est un échec politique. Elle est déjà revendiquée comme symbole féministe par les Saint-Simoniennes. Déjà, à l'époque. C'est en train de revenir. Jeanne d'Arc devient aussi un symbole queer, puisqu'habillée en homme et pas mal d'autres choses. Ça, c'est un sujet queer. Chrétienne a fait une vidéo là-dessus. Sur un livre, j'ai oublié la référence, que j'ai pas lu, mais c'était très intéressant à écouter. Mais on a échoué en laissant Jeanne d'Arc à l'extrême droite. Le cours de littérature, hein, j'arrive page 7, permettra, oui je vais mettre le lien quelque part de Wikisource, de littérature permettra de multiples commentaires féministes, on dira de Molière ce qu'une féministe va en dire. Alors ça c'est pas développé, mais c'est quand même très intéressant, voilà, parce qu'elle va prendre des exemples littéraires. À propos des imprécations de la Camille d'Horace, toujours malade, on montrera comment, de toute nécessité, la femme, élevée seulement pour la famille, devient une ennemie de la patrie qu'elle ne comprend pas. Donc il est nécessaire d'avoir une autre éducation. Donc Camille devient un contre-modèle. Dans toutes les œuvres littéraires, la femme est placée au premier plan, mais presque toujours on la présente comme une poupée frivole. Pelletier est toujours très sévère avec les poupées frivoles, les coeffichés, tout ça, on va le voir. Lorsqu'on lui prête une supériorité, c'est pour la lui faire employer à une œuvre mauvaise. Elle est alors la femme fatale qui entraîne à la ruine et à la mort tous ceux qui l'approchent. Si nos gouvernants, étaient animés d'un sincère désir de progrès social, on en doute, non seulement ils s'abstiendraient de sévir contre les professeurs qui enseignent le féminisme à leurs élèves, mais ils inciteraient au contraire le personnel enseignant à susciter en l'esprit des écolières des idées d'affranchissement. Bon, évidemment, Pelletier ne sait pas la bronca qu'a fait il y a quelques années les ABCD de l'égalité. Personne ne veut que les profs enseignent le féminisme aux gamins. Personne. C'est comme ça. C'est comme ça, faut lutter, hein. Mais c'est vraiment chose politique. Plusieurs nations européennes aujourd'hui ont le vote des femmes. Il faudra bien un jour que la France y arrive. Les résultats en seront d'autant meilleurs que les lycées et les écoles de jeunes filles les auront mieux préparés. Puisque, alors là, en fait, ce qui est sous-entendu, c'est pas seulement de former des militantes, mais c'est aussi qu'un des arguments contre le droit de vote des femmes, c'est l'illettrisme des femmes. Et donc leur mainmise sous l'église. Donc en fait, si on forme des féministes, c'est aussi un argument qui n'a plus cours. Mais donc si on voulait vraiment, et là elle parle avec souvent donc, des gouvernements de gauche ou gauchisants au pouvoir, bah, c'est un argument où y a qu'à éduquer. Mais c'est déjà un combat politique. Donc ça, c'était le chapitre 1 d'introduction, chapitre 2, la formation du corps et du caractère. Et la première question, en fait, pour Pelletier, c'est comment habiller la petite fille. Alors, elle va donner des détails qui correspondent évidemment à la façon dont on habille les enfants dans les années 10 et comment les femmes s'habillent, c'est-à-dire notamment avec ce qu'on appelle des pantalons, hein, qui sont les dessous féminins de l'époque, et qui étaient fendus. Et ils n'étaient pas fendus par érotisme, alors ça permet de ne pas les baisser quand on va aux toilettes, mais ça fait aussi, très concrètement, que
même symboliquement dans le vêtement, une femme est constamment disponible. Alors c'est caché, évidemment, mais cette fente dans le vêtement symbolise cette ouverture permanente. Alors, on le sait, hein, les ouvrières, et puis c'est debout, hein, par exemple, parfois en parlant, on lève juste un peu les jupes et boum. Donc ça a aussi des éléments pratiques. Mais ça va entraver notamment la façon dont les petites filles, en fait, ne peuvent pas, hein, concrètement, par la pudeur qu'on leur inculque, elles vont devoir restreindre leurs mouvements, parce que sinon on voit tout. Et elle appelle, en fait, à habiller les petites filles comme des petits garçons, ou autant que possible, si ça ce n'est pas possible, à avoir des robes unies. Alors, il y a vraiment des gros détails, hein, c'est-à-dire donc des robes les plus simples possibles, pas de colifichets, de rubans, etc. Mais on va compenser parce que c'est important que les enfants ne se sentent pas, euh, j'allais dire relégués, mais c'est pas relégués, mais mal habillés par exemple. Enfin, elle a vraiment conscience de l'importance sociale du vêtement, que ce sont des vêtements plus simples, mais avec une coupe et des tissus plus jolis, par compensation. Donc pour pas susciter la coquetterie des petites filles, et en même temps pour qu'elles puissent avoir une liberté de mouvement assez inédite. Alors là, ça correspond vraiment à tout ce qu'il y a dans du côté des petites filles d'Elena. Notre famille va m'échapper. Sauf que là, on est en 14. On est en 14. Donc, pas de ruban, pas de garniture, pas de bijoux pour que pour éviter l'orgueil, mais au contraire pour avoir quelque chose qui soit plus proche de l'uniforme. Je cite, une armée en uniforme vaudrait infiniment moins. Ce n'est pas sans raison que le fait porter un uniforme aux soldats un habit aux religieux. Et ça va être en fait pour amener, enfin, pour parler de l'influence sociale des vêtements, hein, dans la société. Et donc, c'est pour éviter d'avoir, si vous êtes riche, une poupée mondaine. Si vous n'êtes pas, vous aurez bien pire encore, car votre enfant sera décidé à tout pour se procurer les colifichets objets de son désir. Et en fait, c'est le spectre de la prostitution qui plane. Pelletier, elle est abolitionniste, mais pas pour sanctionner les prostituées, hein, pour éradiquer la prostitution, qui est pour elle une œuvre d'asservissement moral des femmes. Il y a l'idée d'objectification chez Pelletier. Une phrase, la mère féministe devra donc tâcher d'habiller sa petite fille en garçon. Les habits masculins auront la plus heureuse influence sur le caractère de l'enfant. Donc, pour cette question de décence, pour éviter que la mère soit tout le temps sur l'enfant avec baisse ta robe, etc., éviter les moments d'inconvenance, lui permettre une liberté de mouvement, et avec une conscience en fait de différence de classe très forte. Hop, je lis un peu plus loin. Je ne me dissimule pas que seules les femmes de la bourgeoisie riche pourront habiller leurs filles en garçons. L'argent permet une grande indépendance. Dans un hôtel, dans un grand appartement, on fait à peu près ce que l'on veut. Le pauvre dépend de son concierge, de ses voisins, et s'il est par trop différent des autres, on lui fait par mille misères la vie impossible. Et Pelletier en sait quelque chose. Néanmoins, avec de la ténacité, si on est à peu près à son aise, on pourra tenter une chose, au besoin. On imaginerait une ordonnance médicale, la fameuse permission là, de travestissement. Et avec un autre élément, à la longue, les gens habitués à voir l'enfant revêtu d'habits masculins n'y feront plus attention. Donc, tout ça, c'est une habitude. On continue encore un peu. À défaut de pouvoir habiller la petite fille en garçon, on se rapprochera le plus possible de la simplicité masculine. Donc c'est là le passage sur les robes unies, les coupes simples, et l'idéal étant de couper les cheveux. Et alors, elle imagine aussi que ces petites filles ont un petit frère, et donc ce serait formidable que les deux aient les cheveux jusqu'aux épaules pour les indifférencier, l'un et l'autre. Et cela avec des choses qui sont plus nuancées que ce qu'elle en a l'air par ce boum boum boum. Ce n'est pas en effet la coquetterie en elle-même qui est dangereuse, c'est le sentiment que la petite fille acquiert de sa féminité. Parce que féminité égale servilité chez Madeleine Pelletier. Et je ne sais pas si elle a tort. Ensuite, les jouets. C'est le même chapitre. Donc on va éviter tout ce qui va amener la petite fille à devenir une petite ménagère, donc les poupées, les mobiliers, les fourneaux de cuisine. Et à la place, jeux de patience, construction et même des jeux militaires. Le nom dans les noms épicènes. Lorsque l'égalité des sexes sera devenue un fait accompli dans les lois et dans les mœurs, plus ne sera plus besoin de masculiniser ainsi les noms des petites filles.
Mais dans l'état présent des choses, on ne saurait trop accentuer la virilisation. Le milieu se chargera bien et beaucoup plus qu'il ne sera nécessaire de défaire ce qu'on aura fait en ce sens. Donc en fait, chez Pelletier, il y a un truc un peu aveugle qui est qu'on ne remet que très peu en question l'éducation des garçons, mais c'est quand même présent dans le texte. Et en tout cas, ce qu'il va falloir faire, c'est renforcer au maximum les filles, ce qu'elle appelle la virilisation, qui n'est pas... Alors, il y a quand même cette masculinisation des prénoms, mais je pense que cette virilisation, elle reprend vraiment le wir du courage, hein. Donc elle est plus sur les vertus masculines que sur le fait d'être un garçon. Exactement. J'ai l'impression qu'il y a quand même cette nuance, mais il faudrait travailler plus le texte et les autres textes. Donc il faut éviter que la petite fille fréquente d'autres petites filles et qu'elle fréquente surtout des petits garçons pour avoir ces habitudes-là. Ils vont d'abord la mépriser, mais on va l'aider à répondre, à éviter ce harcèlement et la renforcer. Donc ça c'est optimiste, hein. Mais et c'est pour essayer de permettre quelque chose. Et il lui vaut mieux des instituteurs que des institutrices, puisque les institutrices étant femmes ou professeurs particuliers, se rappelleront qu'elles éduquent une femme à devenir une femme comme elle. Et donc il faut un homme qui va oublier qu'il a une petite fille, qui sera méprisant au début, mais ça va passer, en gros. Donc il y a vraiment quelque chose sur une idée d'une habitude, là, à très court terme, hein, sur quelques semaines. Alors c'est pas précisé en termes de durée, mais pour avoir une éducation au maximum. Le lycée, autant que... non, le lycée le moins possible, interdiction de la fréquentation en dehors de la classe, pour éviter qu'elle soit dans ce milieu féminin, qui la féminiserait alors qu'il faut la masculiniser. On continue. Sur les jeux d'enfants, on force autant que possible les garçons à s'excuser. Et elle prend en compte, hein, autant l'infériorisation, les femmes cela ne sert à rien, c'est des phrases toutes faites, hein, d'enfants, et autant évidemment cette culbute, c'est les roulades, hein, est mal faite, mais pour une fille c'est déjà très bien, donc c'est ce qu'elle appelle parfois le sexe fort, au lieu de vouloir humilier, voudra s'excuser, mais l'effet sera tout aussi mauvais. En fait ça c'est pas très loin de ce qu'on appelle la galanterie, hein, qui est le sexisme bienveillant. Elle a très bien compris que le sexisme bienveillant est un sexisme. Et donc, la mère, faut qu'elle aille, faut qu'elle défende la fille et que la petite fille apprenne à se défendre. On continue. Et alors, défense au début, mais en même temps que la fille apprenne à se défendre, même physiquement, et qu'elle se batte éventuellement avec les garçons. L'éducatrice féministe, ici, encore, prendra le contre-pied de la tradition. Elle habituera sa fille à se défendre seule, et lorsqu'elle aura le dessous, loin de la plaindre, elle affectera de la mépriser. Donc c'est une éducation qui est très dure. Et je pense qu'au niveau de ce qu'on appelle les carences affectives, c'est pas une bonne éducation. Mais par contre, c'est vrai que c'est plus proche de l'éducation des garçons, les garçons ça pleure pas, ce genre de choses. Donc elle a bien conscience d'éléments, et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle les transfère d'un sexe à un autre. Surtout, en fait, des garçons aux filles. Alors, la mère va vraiment apprendre à la fille à faire le ménage, mais le garçon aussi. Et il y a toute une réflexion sur le travail domestique, alors surtout pour la couture. Tout ça on peut le faire. Donc la couture c'est vraiment bête, on y passe des heures pour rien. Il faut pas le faire et on a vraiment l'idée que la couture est une activité bétifiante pour les femmes et que si elles doivent apprendre un métier, ça sera par des activités intellectuelles et pas manuelles, autant que possible. Sur les travail ménager, hein, comme chez Delphi, hein. D'ailleurs, comme je l'ai dit plus haut, ce travail ménager, on l'enseignera à son fils si on en a un. Comme sa sœur, il apprendra à balayer, à cuisiner, à coudre, donc le minimum, hein. On lui dira comment il est tout aussi erroné de croire ces travaux déshonorants pour les hommes qu'honorables pour les femmes. Ils ne constituent ni un honneur ni un déshonneur, ils sont seulement indispensables à qui n'a pas les moyens de se faire servir. Je rappelle qu'on est au début du XXe siècle, là on a très très facilement une bonne à la maison. J'ai connu des féministes militantes qui, tout en revendiquant dans leurs discours et leurs écrits l'égalité des sexes, faisaient de leur fille la servante de son frère. Très sincèrement, elle manquait de sincérité, ce qu'on appelle aussi de suite dans les idées ou de cohérence. Je ne me cache pas, et je l'ai dit au début de ce travail, que l'application de l'éducation féministe, telle que nous la préconisons, est remplie de difficultés, mais il est des choses essentielles sur lesquelles l'hésitation n'est pas permise. Une mère qui fait cirer les chaussures de son garçon par sa fille n'est pas une féministe. Ça c'est intéressant parce que c'est aussi l'exemple que prenait Delphi, hein, dans Je ne suis pas féministe mais, si la femme aime son mari,
elle va cirer ses chaussures, mais pourquoi le mari n'aime pas sa femme et cire pas les chaussures de sa femme? Alors qu'elle dit elle-même qu'elle n'a jamais vu cet exemple-là. Bon, c'est considéré comme l'activité plutôt dévalorisée socialement. Mais là, on va être sur une stricte égalité dans la fratrie. Donc, elle va jouer avec les garçons, les jeux violents, jouer à la guerre. Et avec une volonté donc d'endurcir les petites filles, donc de ne pas montrer beaucoup d'affection à sa fille. La mère féministe évitera les caresses, les baisers trop fréquemment répétés, car cela incite à la mollesse. Très logique pour cette période. Là, depuis, on sait que ça c'est quand même pas très bon, que ça crée de la carence affective. C'est effectivement un truc qui endurcit, mais la notion de care, elle apparaît pas chez Pelletier. Ça n'existe pas. Il faut dresser sa fille de telle sorte qu'elle puisse au besoin plus tard se passer de l'affection des autres. Et là, on va être sur un moment très dur. Parce qu'en fait, elle n'a pas tort. La sexualité mise à part, le besoin d'être aimée fait supporter aux femmes les pires des humiliations. Elles abdiquent toute dignité, se font exploiter de 1000 manières par des gens qui, donc leur jouent la comédie de l'affection. Souvent même de cette comédie, elles ne sont pas dupes. Néanmoins, elles feignent de l'être pour avoir au moins l'illusion de l'amitié, qu'elles préfèrent encore à l'isolement moral. Je vous renvoie à Eva Illouz, je vous renvoie à Liv Strömquist. Et en fait, je sais pas quoi en penser, parce que là, je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec elle. Alors, il n'y a pas ces notions d'intériorisation du male gaze, d'empathie, de choses beaucoup plus contemporaines, qui sont beaucoup plus récentes. Et on n'est même pas là sur la deuxième vague, on est sur le féminisme de troisième vague. Donc c'est très très loin de Madeleine Pelletier, qui a compris à quel point c'est cette idée d'amour qui a servi les femmes. Et en fait, je suis juste ultra triste quand je lis ça, parce qu'elle a raison. Et j'ai pas de solution. D'ailleurs, le plus souvent, à force d'être prodigués, les gestes de l'amitié perdent toute signification. Il y a des femmes qui s'embrassent comme on se serre la main. Cela ne les empêche pas de s'entre-déchirer, alors c'est quelque chose, même si elle n'était pas très embrassante, à mon avis. À mon avis, c'est quelqu'un d'un peu froid, et pas toujours agréable. Ni très compris. Mais, nuance, toutefois, on se gardera bien de tomber dans l'erreur de ces éducateurs qui croient devoir multiplier les règles autour de l'enfant. Ils ne font qu'attrister sa vie sans résultat. Il n'est pas du tout indispensable de forcer les enfants à se coucher aussitôt le dîner terminé. Je me souviens de la peine que j'avais lorsque ma mère, j'aime beaucoup qu'elle parle à la première personne, ma mère m'obligeait à me coucher à 8 heures dans les longues journées d'été. Il faisait encore jour et je ne me sentais nul besoin de dormir. Aussi cette contrainte m'était-elle désagréable. Et lorsque j'entendais les grandes personnes dire devant moi que l'enfance était le plus bel âge de la vie, je pensais que sans doute elles en avaient perdu le souvenir. Un âge auquel on est privé de liberté ne peut être au contraire que le pire. Et donc en fait, ce que fait Pelletier, alors c'est d'abord qu'elle a conscience de ce qu'Yves Bonardel appelle la domination adulte, ce que l'on dire aussi des réflexions qu'on trouve chez Christine Delphi, notamment c'est un article là sur l'état d'exception, sur la sphère privée comme un état d'exception juridique. Et ça, ce sont des choses qui changent légalement, mais on vient encore de là. Donc c'est notamment le fait qu'on ne puisse pas contractualiser entre époux. Ce qui veut dire qu'en fait, l'épouse ne peut pas être l'employé de son mari. Donc en fait, il est même juridiquement impossible de rémunérer le travail domestique à ce niveau-là. Mais elle a conscience de l'adultisme, en fait, de l'oppression des enfants dans la société. Oppression des enfants qui, lorsqu'il y a encore un travail des enfants, est aussi une exploitation pure et dure. Et du point de vue domestique, on exploite encore les enfants au travail domestique. On les exploite encore. Surtout les filles. Et donc, là, on passe à un plaidoyer pour une liberté, notamment des filles, cela pour aguerrir, mais aussi pour éviter les malheurs de l'enfant. Alors, hop, je vais quand même sauter. Et avec ce rappel que ces injonctions constantes, eh bien, elles vont amener ce qu'elle appelle la honte d'elle-même. En fait, c'est l'intériorisation de l'interdit. Ce qu'on avait vu dans Toilette pour femmes, quand Mira est attachée, et que ça la rend... qu'elle finit par ne plus prendre ses libertés, d'aller se promener elle-même, mais ça la rend bizarrement maussade et triste, on ne sait pas trop pourquoi, en fait parce qu'elle est complètement brisée.
La sensibilité ne devra pas nécessairement être bannie, elle est une marque de supériorité intellectuelle, mais on en réprimera les manifestations extérieures. La mère habituera sa fille à retenir ses larmes, elle lui fera une honte de pleurer. Donc là, on est vraiment sur l'éducation virile. Lorsque l'enfant aura atteint la 12e année, âge où on commence à comprendre, elle lui montrera quelle source de chagrin est la sensibilité qui infériorise l'individu dans la lutte pour la vie, en faisant de lui la dupe de ceux qui ne sont pas sensibles. Elle commencera à lui montrer la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire comme un champ clos, et on l'incitera à s'armer d'énergie pour en sortir victorieuse. Donc c'est une éducation qui est très dure, mais parce que il y a le constat d'une vie qui est très dure. La mère habituera l'enfant à supporter la douleur physique. Et donc là, on va avoir, donc par exemple dans les traitements médicaux, on va un peu renforcer ça, mais même des châtiments corporels, alors légère douleur, et en refusant ce qu'elle appelle les l'exemple de Rodomont qui donne les rodomontades. Donc il ne s'agit pas de s'en vanter, il s'agit juste, c'est une forme de stoïcisme. Alors là, je pense qu'elle se trompe un peu, Pelletier, parce qu'en fait, elle est quand même dans le cliché sexiste que les femmes endureraient moins que les hommes. Moi, j'y crois pas. Ce qui ne veut pas dire que les hommes n'endurent pas. Hein. Mais qu'est-ce qu'elles se prennent dans la gueule, les femmes? Donc la valeur physique, un petit passage sur Ablé et Pantagruel. Donc hop, on doit faire des exercices physiques, un peu de haltère, sans non plus croire que la gymnastique permettra aux femmes d'atteindre le même niveau physique que les hommes. Et là, là elle parle en médecin et je pense qu'elle a raison. Mais qu'on peut quand même fortement renforcer. Ensuite, les lectures. Il faut trouver des lectures féministes. Alors, il faut faire lire en gros Don Quichotte, Guillaume Tell, chercher des personnages forts, féminins forts, mais il y a quand même une difficulté concrète qui est en train d'être résolue actuellement. On peut trouver des livres féministes pour les enfants. Et refus absolu de Barbe Bleue pour éviter, je cite, des contes où la femme tremble devant son mari. On va un peu plus loin. Et donc, il vaut mieux qu'elle s'identifie aux garçons qu'aux filles, en gros. Et là, on a vraiment quelque chose sur les rôles modèles qui est pris en compte par Pelletier. Et là, hop, il faut des hagiographies laïques. L'athée doit aussi avoir ses saints, mais bien entendu, ils ne seront pas ceux de l'Église. Bon là, il est évident que l'enfant féministe qu'il s'agit de faire grandir n'est pas un enfant catholique. Là, on est chez Pelletier, on est en athéisme. Et donc, voilà, modèle de Jeanne d'Arc, explicitement, elle revient. Stuart Mill, Sophie Germain, Garibaldi, dans les exemples cités. Donc vraiment des modèles assez forts et qui ne sont pas tous féminins, mais qui sont aussi féminins. Il faut donner à notre petite fille, je rajoute le A, des croyances pareilles. Un peu comme Jeanne d'Arc. La vie les défera, certes, boum, l'optimisme ou la lucidité de Madame Pelletier, mais durant les années où l'enfant les aura, son courage gagnera d'autant. Donc ce qu'elle va perdre en illusion, elle va le gagner en caractère. Alors, quel mobile de l'éducation? Alors là, je suis pas sûre de comprendre ce qu'elle veut dire par mobile. Ah oui, donc est-ce qu'il faut que le travail soit agréable ou pas? Donc elle dit le PSD, quand je général, j'en dis juste un mot. Donc il faut pas aller du côté, voilà, ce qui va mobiliser l'enfant à bosser. Donc pas d'émulation, il faut apprendre à travailler pour soi. Mais il faut éviter une autorité qui soit un abus de la force. Donc on a quand même une façon assez dure d'éduquer un enfant à la liberté. C'est très romain, c'est très stoïcien comme éducation, me semble-t-il. Éviter d'avilir l'enfant en le récompensant. Le travail a sa récompense en lui-même, dans le sentiment qu'il nous donne du devoir accompli. Donc c'est quand même, c'est assez beau. Hein. Faut pas gâter les enfants, quoi, mais il faut quand même les féliciter. Et avec, bon, mais ça, on est vraiment en 14, hein. Tout grossier soit-il, les châtiments, les récompenses, les compositions constituent des moyens tellement puissants d'éducation qu'ils ne sont, on peut le dire, pas remplaçables. C'est-à-dire aussi, on fait un peu ce qu'on peut. C'est pas l'idéal, mais il faut quand même faire un peu ce qu'on peut faire. Donc là, les classements et les distributions de prix, elle trouve ça vraiment bien, et notamment pour les classes populaires, parce qu'il y a très souvent des moments sur ça.
Alors, grande question sur est-ce que les classements, ça leur fait perdre ou non le sommeil, est-ce que c'est grave? Bon, elle tranche en disant ça va, on s'en sort, parce que ça permet aussi, voilà, c'est pas dingue de perdre le sommeil en gros, mais ce que ça va apporter sur la volonté de se surpasser, etc., va compter. Et vraiment, ça m'interroge énormément hein, sur le travail que j'effectue ou ce genre de choses, ou évidemment la façon dont j'ai pu être éduquée moi-même, de toute façon dure. Parce que, moi, je veux dire, avec mes étudiants par exemple, ce qui n'est pas exactement une éducation, je suis très exigeante. Alors en montrant hein, toujours les paliers, comment réaliser hein, ces exigences, et je crois être indulgente dans les notations, mais je suis sûre que mes étudiants et mes étudiantes vont me contredire très vite en commentaire. Euh, C'est-à-dire que mes exigences, elles sont pas celles de Alain ou de seconde, elles sont plus hautes. C'est-à-dire que je leur montre. Moi, je leur dis, je vous montre l'horizon. Je sais que vous y arriverez pas. Mais par contre, il faut que vous alliez jusque-là. Et bah ça marche en fait, ça me fait quand même des copies qui sont pas mal, hein. Vraiment bien. Et des progrès assez hallucinants sur une année scolaire ou un semestre universitaire. Donc moi, je suis pas foncièrement contre hein, une éducation dure à la Pelletier, mais je peux pas dire que mes idées soient très arrêtées ni très définies sur tout ça. Euh, mais il y aura des commentaires généraux après. Bon, et voilà, l'émotion, lorsqu'elle n'est pas trop forte, est un besoin de notre nature. Elle est même, dans certains cas, un besoin tellement impérieux que la vie semble ne plus être d'aucun prix sans elle. Donc il faut avoir des émotions. Si on n'avait pas d'émotions, les désœuvrés seraient les gens les mieux portants, et nous voyons au contraire qu'ils sont la proie de mille maux tant réels qu'imaginaires. Il faut des émotions, il faut de l'activité. C'est pas une éducation qui n'a aucun sens, c'est une éducation quand même qui est très très dure, hein, plus dure que moi ce que j'aurais envie de faire. Mais donc, voilà, attention, la pression n'est pas bonne non plus, le stress sur les enfants, ce que ça va donner. Donc, elle aime les moyens classiques d'éducation, hein, source d'émotions fortes et saines, écrit-elle. Mais qu'il ne faut pas juste le sentiment du devoir accompli. Enfin, en fait, c'est quand même une éducation qui essaie d'être humaine, même si elle est dure. Avec toujours la vision très pragmatiste de Pelletier. En pédagogie, comme à bien d'autres questions, le bon moyen, c'est celui qui réussit, et le mauvais, celui qui échoue. Boum. Donc, il faut l'amour de l'étude, mais l'émulation va fonctionner. Elle n'est pas souhaitable en elle-même, mais elle va fonctionner. Et après, on va peut-être essayer de déporter sur autre chose. Et la question va être de savoir, voilà, et avec une petite réflexion sur l'orgueil péché selon la religion, mais pas du tout un problème pour la morale athée, quoi. Ce qu'on appelle la morale raisonnable. Donc, bah, aucun problème sur l'orgueil. Extirper l'orgueil, c'est désarmer le soldat avant de l'envoyer au combat. Il vaut mieux éviter de punir, mais on fera ce qu'on peut. Si ça marche, si rien ne marche, il faudra faire ce qu'il faut. Et elle donne l'exemple, là, moi qui m'a énormément choqué, de maltraitance physique. Et de maltraitance physique que je trouve assez lourde en plus. Donc là, c'est sur la page 29 du PDF. Alors j'ai fait une impression multiple à partir du téléchargement Wikisource. Donc ça m'amène au petit carré 29. Mais d'un enfant qui est battu tous les soirs quand il ramène un zéro en composition de 20 coups de jonc et qui finit par apprendre ses leçons. Et donc ça, c'est un exemple montré comme probant, comme faisant preuve, et je suis... voilà, la mère féministe s'inspirera de cet exemple. Et cela sans se mettre en colère soi-même. L'éducateur doit apparaître seulement comme un instrument. Et en enlevant l'humiliation des traitements physiques. Moi, ça, j'ai un peu du... Voilà, et sans punir pour tout et n'importe quoi, et certainement pas en frappant à n'importe quel moment. Donc il y a vraiment une grande réflexion sur la proportion, mais alors les exemples, moi là, je suis pas du tout convaincue, quoi. Et de toute façon, je suis pas convaincue par les châtiments physiques du tout. Mais je sais pas comment on élève des enfants. Ensuite, donc, à guérir, ça va pas être de donner le courage qu'on a ou qu'on n'a pas, mais ça va être apprendre à maîtriser les peurs et à les enlever. Peur du tonnerre, peur des petits animaux. Et pour pas faire peur aux enfants, elle va redonner un exemple à la première personne, on ne leur fait pas connaître les faits divers des journaux, des crimes. Je me rappelle la crainte que j'éprouvais étant enfant lorsque, après avoir entendu la lecture avec force détail d'un assassinat, je devais monter ou descendre le soir l'escalier qui n'était pas éclairé. Il y avait entre le rez-de-chaussée et le premier une sorte de logette où un boutiquier mettait ses volets.
Je m'imaginais toutes sortes d'assassins cachés là, prêts à bondir sur moi et à m'ouvrir le ventre comme on avait fait à la femme du journal. Donc il y a un moment qui est pas bon, mais ça, en fait, ça tient compte des âges de l'enfant. C'est-à-dire, on arrangera donc les dangers apparents auxquels on exposera l'enfant, donc les attractions, les montagnes russes, des choses comme ça, pour aguerrir l'enfant sans le mettre en danger, évidemment. Exercice physique, c'est-à-dire escrime, pistolet, hein. Alors Pelletier se baladait elle-même avec des pistolets. Pistolet, natation, équitation, boxe seront d'excellents éducateurs du courage et de l'endurance. On continue. En même temps que le courage, il faudra stimuler l'initiative. Donc là, ça va être pour éviter, donc, en disant, voilà, les mères couvent peu leurs garçons, faut faire pareil avec les filles. Et donc, on lui fait faire des petits voyages à pied, des 12-13 ans, à pied, à bicyclette, hein, grand enjeu féministe, la bicyclette. Et à s'orienter avec une carte. Il sera alors indispensable d'habiller l'enfant en garçon et la munir d'un revolver, dont naturellement elle aura appris à se servir. Ça, c'est affreux. C'est affreux parce que Pelletier, elle sait qu'une petite fille de 12-13 ans, qui se promènera seule, habillée en fille, elle va être attaquée et violée. C'est ça que ça veut dire. Donc, on va le faire, mais pour la prudence de la petite fille, elle sait déjà se défendre et on la cache. Oui. Mais putain, quelle vie, quoi. Mais d'où on arrive, quoi. D'où on arrive. Quand ça fait depuis 2012 qu'on parle de harcèlement de rue, et qu'on arrive et où on continue à dire la peur que suscite le harcèlement de rue, et je parle même pas des agressions sexistes dans la rue, des choses comme ça, voire sexuelles dans la rue, on va parler vraiment juste... C'est toujours insupportable, mais voilà, si on ne laissait pas une fille sans chaperon dans la rue, c'est pas juste qu'elles étaient interpellées, c'est qu'elles étaient agressées en pleine rue. Donc, enfin... Mais de combien de siècles de viols, de tortures on provient? De combien de siècles on provient? Et là, on parle du viol par des inconnus, quoi. On parle même pas du viol conjugal ou des choses comme ça. Et c'est pour ça que c'est précieux ce que fait Jennifer Tamas ou avec le livre Le nom des femmes, au nom des femmes, parce qu'elle elle recueille ces noms, ces moments de résistance. Mais il ne faut pas oublier que l'on vient de millénaires d'exploitation sexuelle acharnée, conjugale ou pas, qu'on vient de millénaires de viols et de tortures. C'est ça notre héritage. Et c'est pas l'héritage des femmes, encore moins que des femmes cis, c'est notre héritage collectif. Nous venons de millénaires de torture. Et cette torture, elle commence juste à s'adoucir, en fait. On est juste à ce moment-là. Et où on peut même pas parler d'une déshumanisation des femmes, c'est-à-dire que là, on commence à acquérir un statut proche de l'humanité. Et on n'y est pas encore. C'est ça. C'est ça le combat du féminisme. C'est ces millénaires de torture qu'on a aussi derrière nous et qu'on veut plus vivre. Et on peut commencer à militer parce que ce joug commence à être moins lourd, parce qu'on a un peu plus de marche dans la laisse qui nous tient toujours. Parce que la cage commence à s'entrouvrir. On parle de ça. Et que les reliquats de ça, et je pense qu'on est au-delà du stade des reliquats, restent insupportables. Mais il y a un type qui m'a interpellée pour me demander une clope dans la rue là l'autre jour, en m'appelant bébé. Bébé. Mais il avait 20 ans ce mec, ou 25 ans, j'en sais rien. J'en ai 35. On m'appelle bébé. Mais évidemment qu'il n'a pas eu de clope. Enfin, bébé. Et qu'est-ce que ça veut dire de ce qu'on pense des bébés? Mais dans quel monde on vit? C'est pas grave en soi, ce mec-là. C'est agaçant. C'est pénible. En plus, il m'a bien scotché avant, et puis c'était évident qu'il voulait une clope et que je m'arrête pour me gonfler. Ça se sent, ça. Mais on sort de ça. Et on en sort. Mais c'est un... comment il s'appelle c'est un incoatif. On commence tout juste à sortir de ça.
Et les forces qui ne veulent pas qu'on en sorte sont terribles. C'est ce qui se passe pour les Afghanes en Afghanistan, sous l'Afghanistan des talibans. Mais ce sont des femmes qui sont en train d'agoniser, et qui vont littéralement agoniser, et qui commencent déjà à agoniser. Comme une femme n'a plus le droit de travailler, toutes les femmes qui ne sont pas sous la protection d'un homme sont en train de mourir de faim en Afghanistan. Et c'est encore plus grave que la fermeture des universités, et de tout le domaine du savoir aux femmes, qui est déjà un drame, qui est déjà une tragédie. C'est ce que vivent les Iraniennes. Mais on s'en sort un peu mieux en Occident. Mais on n'en sort pas. Et le féminisme, il nous aide un tout petit peu à ça. Et il nous aide à prendre conscience de ça. Un tout petit peu. Mais quelle foutue agonie, quoi. Quelle foutue agonie d'en avoir conscience, mais surtout de le vivre. On le vit. Et Pelletier, c'est une femme qui l'a compris. Et clairement, et qu'il a tellement compris qu'elle ne pouvait pas faire des textes indulgents. Qu'elle ne pouvait pas être conciliatrice. Qu'il lui était difficile d'accepter les femmes qui jouaient le jeu de la séduction. Et donc comme Marguerite Durand, Casque d'Or, etc. Avant, Signoret, le premier Casque d'Or, c'est peut-être pas le premier d'ailleurs, mais c'est Marguerite Durand en tant que comédienne de la Comédie Française avant qu'elle fonde la Fronde. Mais moi, je comprends la tristesse de Durand. Et en même temps, il y a ce truc mais qu'est-ce qu'on fait de Pelletier. Et en même temps, je comprends la stratégie de Durand de dire, mais en séduisant, je fais beaucoup pour le féminisme et pour la cause. Et je pense qu'aucune de ces stratégies n'est blâmable. Je les comprends toutes les deux. Mais je suis tellement triste de voir, et de voir toujours plus en continuant dans le féminisme, ces siècles, ces millénaires de choséification des femmes. On va peut-être arrêter de dire déshumanisation. C'est pas qu'elles sortent de l'humanité, c'est qu'elles sont des choses à peine parlantes. On continue. Waouh, ça je m'y attendais pas. Donc il faut avoir une forme d'humilité intellectuelle, etc. Pas mal de détails. Ensuite, éducation intellectuelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Cassie Spencer, mais ça c'est pour mes histoires de Sciences Nat. Donc je vais pas épiloguer là-dessus, je sais pas encore ce que j'en fais, mais ça m'intéresse. Bon, la grande préoccupation de toujours a été d'enfermer les femmes, nous écrit Madeleine Pelletier, les barbares. Je récuse évidemment ce terme, mais il est intéressant, il est repris ces derniers temps, en inversion du stigmate. L'enfermer, alors il y a toujours cette espèce de flottement entre les femmes et la femme, chez Pelletier. On n'est pas encore dans la compréhension que la femme c'est le mythe. On n'y est pas encore, mais ça va venir, ça va venir. Ça vient avec Beauvoir. Les barbares l'enfermaient matériellement entre des murs, les modernes l'enferment dans tout un système d'entrave légal et traditionnel. Traditionnel, c'est-à-dire moral, social. Et pour qu'elle n'ait pas la tentation de s'évader, on s'applique dès le jeune âge à enfermer son esprit. Une femme en sait toujours assez, dit un vieil et vivant adage. Et donc là, elle parle des facultés, et elle sait ce qu'elle raconte. Et elle va donner l'exemple du baccalauréat. 1864, Julie Daubier, le premier. Mais avec quelle violence il a fallu lutter pour qu'une femme ait le droit de passer le baccalauréat. Et on a encore inventé un bac pour les filles. Pour que ce soit pas le vrai bac. Pour les garder subalternes. Donc il y a en progrès, situation du mariage. En fait, ça, c'est ce qui s'invente dans ces années-là. Et grâce à ça, c'est la possibilité pour une femme d'être célibataire sans être dans un couvent. Et donc sans être enfermée. C'est pour ça que les béguines ont été interdites. Parce qu'elles pouvaient être célibataires et pas dans le couvent. Je vous renvoie à la vidéo sur Anne Kinner, La nuit des béguines. Le livre m'a pas passionné, mais la situation des béguines, elle, est passionnante. Mais c'est une histoire d'oppression et d'enfermement. Et donc il faut, et elle est très dure sur les vieilles filles, ce que sont les vieilles filles, mais comme Beauvoir est très dure avec les femmes dans la deuxième partie du Deuxième sexe. Je crois qu'on n'a pas compris à quel point si Beauvoir est par exemple lesbophobe, c'est aussi parce que la société, encore des années 1940, est tellement dure que ces femmes, que les femmes qui sont par exemple lesbiennes, donc d'abord que Beauvoir a besoin de donner des gages qui vont passer par la lesbophobie, et ce sont des gages donnés à des hommes qui leur ont quand même craché à la gueule, faut pas rêver, et qu'en même temps la société est tellement dure que ces types sociaux, à mon avis, ont existé. De façon plus ou moins lointaine. Et ça, là je m'avance sur un terrain, je pense là aux vieilles filles. Mais comment voulez-vous
en étant une vieille fille, que ce ne soit pas un miracle en étant une vieille fille du 19e siècle, de ne pas finir à moitié folle. Comment voulez-vous que ce soit possible ? Dans un monde qui est si dur, dans le siècle le plus misogyne de l'histoire de France, comment est-ce possible ? En fait, ça ne l'est pas. On continue. Et donc, voilà, quelque chose sur l'inégalité professionnelle, sur les places au travail, et sur le fait que les femmes sont contentes, elles doivent demander plus, viser plus. Et Pelletier, en fait... Bon, Pelletier fait de l'empowerment, hein, d'une certaine façon, mais elle fait de l'empowerment à grands coups de pied au cul, quoi. Je sais pas si c'est une façon efficace de faire de l'empowerment. En tout cas, il n'y a pas d'idée de puissance intérieure. Il y a vraiment le coup de pied au cul. Alors si, elle y est, cette idée. Avec toute cette histoire du courage, d'enlever les peurs ou des choses comme ça. Mais le courage, justement, on l'a ou on l'a pas. Elle va pas appeler comme Audre Lorde à aller chercher son courage en soi, ce qui va plutôt être la puissance chez Audre Lorde ou des choses comme ça. Mais on peut le retrouver probablement avec des calques ou de l'anachronisme chez Pelletier. Parce que ce sont aussi des idées nouvelles, en fait, qui viennent d'une histoire des textes qui bougent, d'une histoire sociale qui bouge, d'une histoire professionnelle, du monde du travail, d'une histoire matérielle, économique qui bouge. Il faut se rappeler cette agonie qu'ont vécue les femmes et que vivent encore les femmes. Il faut se rappeler ça. Il faut l'avoir constamment à l'esprit. À quel point, sur quelque chose comme la moitié du globe, je vous dis ça à l'arrache, c'est une agonie d'être une femme. Et c'est tellement une agonie qu'on tue tellement plus les femmes, tellement facilement les femmes, juste parce qu'elles sont des femmes. Parce que les femmes, ça va être le défouloir facile. Et là, on ne peut pas oublier cette réalité-là. On peut pas. On peut jamais l'oublier. On n'a pas le droit de l'oublier. Moralement, c'est une faute morale. C'est une faute politique d'oublier ça. Et il faut continuer quand même. C'est pour ça que sous des commentaires il y a quelque temps, je disais la littérature est impuissante. Parce qu'on en est encore là. Mais oui, la littérature, elle peut des choses. Mais elle peut tellement peu. Mais il faut quand même. C'est ça, mon féminisme, il est fondé sur ce pessimisme, ou ce constat lucide, on l'appelle comme on veut, qui est extrêmement dur. Mais dans quel monde vit-on ? Donc encore l'enseignement, les sciences, alors avec quelques principes sur les sciences elles-mêmes, elle revient sur Horace, c'est assez rigolo, tout ce qu'elle fait. Je suis sûre qu'il y a moyen de faire un article sur Corneille lu par Madeleine Pelletier, ça peut être fun. Peut-être que je réfléchisse à ça. Genre pour, je sais pas, de bien avoir une société des amis de Corneille. Et donc, en appelant aussi les institutrices à être moins timorées. Et en fait, elle décrit quelque chose qui est vraiment intéressant, par exemple, ou qui m'intéresse beaucoup. Par craintivité naturelle, et aussi par peur des grands chefs, les maîtresses n'exposent à leurs élèves qu'un féminisme hésitant. Pour corriger un propos, et je pense que c'est beaucoup plus large que dans le domaine des institutrices, mais bon, puisqu'elle parle de ça, évidemment, elle parle de ça. Pour corriger un propos qui leur semble outrancier, elles feront tout un discours antiféministe. Et je me demande si je ne l'ai pas déjà fait. Pas dans ces proportions-là, mais ça ne m'est pas déjà arrivé en cours. Boum, tous mes lycéens et tous mes étudiants en commentaire. C'est plutôt mes étudiants et étudiantes que je vais retrouver, je pense. Évidemment, la femme a droit à ceci, mais il ne faudrait pas qu'elle se croie permis cela et telle autre chose encore. L'élève ne sait plus que penser, et un tel enseignement a en outre le défaut de donner au caractère un tour craintif et hésitant. Méprisable entre tous, la jeune fille doit savoir ce qu'elle pense et ne pas avoir peur de le dire. C'est exactement ce que je constate chez les Saint-Simoniennes. C'est ce que j'ai vu chez Olympe Audouard en disant qu'à la fin, elle rigole, elle dit que c'est une blague, et boum, elle a neutralisé toute la charge politique qu'il y a avant dans son pamphlet Gare aux hommes. C'est en fait ce besoin de donner des gages. Parce qu'il y a toujours ce male gaze qui n'est pas juste objectifiant des coupes décors, etc., mais qui va aussi être ce besoin impératif d'être validé par des hommes. Et qui est en fait un besoin très matériel, quand Pelletier signale les chefs et la hiérarchie, bien sûr. Mais les institutrices, elles étaient persécutées si elles ne correspondaient pas à ce qu'elles faisaient. Elles étaient mises à pied. Donc là, Pelletier oublie un peu que la liberté pédagogique n'est pas une réalité pour les institutrices. Est-ce qu'elle l'oublie parce qu'elle l'oublie ? Est-ce qu'elle l'oublie parce qu'elle trouve qu'elle pourrait faire quand même plus ? On se rappellera qu'une liberté, sinon on ne s'en sert pas. Voilà. Mais il y a quelque chose là qui se passe, et moi qui m'interroge énormément dans ma vie, dans ma pratique enseignante, je n'enseigne pas cette année, mais
des gages que je peux donner avec cette espèce de souci d'objectivité, etc. Faut pas fâcher, mais si jamais les parents en parlent, qu'est-ce que ça va donner? Cette crainte de la polémique, et que j'ai aussi même en vidéo, en fait. Et plus généralement dans tout le reste de ma vie. Ce sont vraiment des points ultra importants. Donc sur quelle matière faudra-t-il insister? Donc boum, là les pédagogues, réalité psychologique, l'intérêt des différentes matières, donc les maths, etc. Ça va être un passage assez long, la géographie, mais en fait, ce qui va surtout compter pour Pelletier, c'est une réflexion pédagogique très courante sur l'époque, et anciennement, enfin, c'est la grande réflexion. Hop là, j'ai le ok. Ça, c'est le maître énervé. Hein. C'est un élément essentiel pour penser la pédagogie, c'est-à-dire que la pédagogie, on l'a déjà chez Montaigne et chez Rabelais, il ne faut pas avoir seulement des savoirs, il faut savoir faire et relier ses savoirs au monde. Mieux vaut une tête bien pleine, bien faite que bien pleine. Et elle donne un exemple d'une petite fille qui a appris sa leçon de géographie mais qui ne reconnaît pas un étang, par exemple. Un étang, là je parle pas d'Heidegger, hein, je parle de l'étang et du lac. Elle en a rien à péter du latin, c'est une langue morte. Elle évacue, et avec l'argument, déjà ça m'a beaucoup intéressé, social, du latin. Donc voilà, c'est-à-dire que le latin permet surtout une distinction sociale. Boum, peut-être classique, prenez ça dans la gueule. Et avec quelque chose sur Et elle ne veut pas une éducation qui soit subordonnée à l'état social des parents. En fait, ça, c'est une question qui est extrêmement importante aujourd'hui, surtout alors qu'on est en train de massacrer le lycée professionnel. Pourquoi les enfants d'ouvriers vont-ils en lycée pro et deviennent ouvriers? En fait, ce qu'elle demande, c'est la meilleure éducation pour tout le monde. Et non pas une éducation qui serait adaptée à son milieu et aux dites capacités. Ce qui me pose des problèmes, alors pas des problèmes, mais des questionnements infinis, c'est-à-dire que, en tant qu'enseignante, qu'est-ce qu'on fait quand le système est déjà là? Là, Pelletier, elle se positionne pas en tant qu'enseignante réelle. Elle donne des conseils. C'est quand même aussi une position un peu discutable. Mais qu'est-ce qu'on fait quand le système est là, et qu'il faut qu'on fasse pour le mieux, et qu'on ne pourra même pas apporter un pansement? En vrai, on fait de la merde. C'est ça la réponse. On fait du mieux qu'on peut, mais on fait quand même de la merde. Parce que le système veut qu'on fasse de la merde, et ça ne veut pas dire qu'en plus, individuellement, on n'en fait pas plus. Et je parle aussi pour moi. Et vraiment, 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 ce sont des choses... Je pense notamment à l'orientation des gamins, en fin de troisième, ça c'est pas une situation que j'ai connue, mais en fin de seconde. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je voudrais garder tout le monde et amener le plus de savoir possible à tout le monde. C'est pas forcément les vœux des gamins, mais les gamins, ils ont aussi des vœux qui sont liés au système. Et à ce qu'on leur inculque depuis qu'ils sont tout mômes, et à leur place sociale qu'ils ont intériorisée. Voilà. On veut des pédagogies révolutionnaires, mais réellement révolutionnaires. Les partisans de l'ignorance pour les pauvres, écrit-elle, disent à l'appui de leur système qu'une bonne éducation prépare au pauvre une vie malheureuse parce qu'elle lui donne des désirs qu'il ne pourra satisfaire. C'est un point de vue faux et criminel, car si l'enfant né de parents pauvres ne peut satisfaire ses désirs de vie heureuse, à qui la faute? Mieux vaut encore, au reste, désirer en vain que vivre la vie bestiale de l'ouvrier ignorant. Alors là, le préjugé de classe de Marianne Pelletier est assez dur. Il colle aussi à une époque où la vie de l'ouvrier, c'est 12 heures de travail par jour. Hein. Donc où l'aliénation au travail était particulièrement haute. Je vais aller faire une comparaison avec celle d'aujourd'hui, mais je pense que je vais dire de la merde, donc je vais m'abstenir. Et elle explique que, clairement, il vaut mieux, autant que possible, ne pas être ouvrier ou ouvrière, mais qu'en plus d'avoir une meilleure place, ça fait qu'on n'a pas les mêmes loisirs. Et qu'on va avoir des loisirs de meilleure qualité, moins dispendieux, aller au musée, aller dans la nature, et qui vont permettre de poursuivre son instruction. Donc elle a vraiment un argument qui, pour moi, était, dans mon cas particulier, était moins large, mais qui est celui d'augmenter son plaisir du texte. Parce que acheter des livres, c'est cher. Mais on n'est pas obligé d'acheter des livres neufs ni récents. Et on peut aller en bibliothèque. Et là, à ce niveau-là, lire. Ou choper des livres en liseuse, etc. Ou aller sur Wattpad. Et à ce niveau-là, lire, c'est pas cher. Et ça peut être une activité très peu coûteuse. Donc la nécessité de former au maximum les filles pour qu'elles s'en sortent et qu'elles ne soient pas dépendantes des hommes. À l'industrie privée, elle préférera les fonctions publiques. Peut-être une voie va-t-elle y être ouverte aux femmes, puisque les hommes qui désiraient tant autrefois devenir fonctionnaires n'y tiennent plus aujourd'hui. Elle a eu raison.
Effectivement, la fonction publique, elle tient par les femmes, et c'est comme ça qu'on a tenu pendant le Covid, c'est grâce au boulot des nanas. Quelle surprise. Et boum, ça c'était de la misandrie gratuite. L'avantage des fonctions publiques, c'est la sécurité du lendemain, la quasi-certitude de ne pas perdre son pain à moins de contingences graves. En outre, le milieu fonctionnaire, quoique peu relevé, est quand même plus que le milieu industriel et commercial. Voilà. L'entrée d'une carrière ne devra pas, bien entendu, marquer la fin de l'éducation. Il en est ainsi pour les gens grossiers qui ne considèrent l'acquisition de connaissances que comme un moyen de lucre, ou de gagner des sous. L'éducation a sa fin en elle-même et elle doit durer toute la vie. Et à la suite, l'éducation sexuelle. Alors là aussi, il y a des âges de la vie qui vont être, en gros, on va apprendre des choses, mais à quel moment ? Ah oui, ben alors là, il y a un moment qui est très dur. Hein, donc, nécessité l'éducation sexuelle et absence totale d'éducation sexuelle, elle donne des exemples. Hein. Elle le sait. Elle est doctoresse. Bien des hommes ne voyaient pas en la femme un être humain, mais seulement un instrument de plaisir dont ils avaient le droit d'user et d'abuser. Ne se faisaient et ne se font, on peut parler au présent car l'éducation sexuelle des femmes est encore bien loin de les mettre à même de se tenir en garde. Bien des hommes donc ne se font aucun scrupule de se marier alors qu'ils sont atteints de bénorragie. Au bout de quelques semaines de mariage, la femme devient malade, elle prend le lit ne sachant rien des causes de son mal. L'hypocrisie et l'ignorance se font complices pour la duper. Voyez tout de même, disent les parents et amis, combien le sexe féminin est fragile. Cette jeune femme est mariée depuis 2 mois et la voilà au lit. Le chirurgien parle d'opération. Cette femme qui devient stérile. On est en 14, on est avant les antibiotiques. Un jour, un de mes maîtres en médecine interrogeait les malades d'une salle d'hôpital. Il arriva au lit d'une jeune personne. « Et vous, qu'est-ce que vous avez ? » ?»« J'ai mal au ventre. » Il eut un geste évasif. « J'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. » « Ah, le ventre des femmes. » Il oubliait. Il le savait cependant. Mais le point de vue mâle règne si exclusivement sur l'esprit des hommes que ce médecin oubliait sa pathologie. Il ne se rappelait plus que lorsque le ventre des femmes est malade, la faute en est aux hommes la plupart du temps. Franchement, vu les histoires que j'entends d'infections sexuellement transmises autour de moi, chez mes amis et plus largement, de mecs qui savaient qu'il n'y en avait rien à péter ou qui n'ont jamais cherché à savoir quoi que ce soit, ou qui, une fois qu'ils savent, ne font rien, on n'a pas bougé, hein. On n'a pas bougé. Donc, boum, détaqué au néo-malthusianisme, donc ça, dans le détail, c'est compliqué, je pense que c'est des choses sur lesquelles je reviendrai, mais qui ne parlent donc que du point de vue économique et de la sécurité des mâles célibataires, absolument pas des femmes, quelle surprise. Donc ça, il faudra que je vérifie si c'est vrai, je pense que c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, c'est sûr que ça n'a pas été le point de vue dominant du néo-malthusianisme, donc de la diminution et du contrôle des naissances. Les ouvrages les plus avancés sur l'éducation sexuelle se bornent à donner à l'homme le conseil de ménager la femme. C'est un être humain, mais un être inférieur et faible. Boum. L'homme peut lui faire beaucoup de mal, il est donc moral qu'il contraigne les impulsions de son instinct sexuel. Il se gardera, par exemple, de s'adresser aux jeunes filles car il peut les rendre mères et compromettre de ce fait toute leur vie. Une féministe, et là on va avoir des accents solennasses, digne de ce nom, ne veut la pitié de personne. C'est à elle et à elle seule qu'appartient le soin de diriger son existence. Elle se gardera donc des dangers de la sexualité comme elle se garde de la maladie et des périls de toutes sortes qui nous entourent. Mais pour qu'elle soit capable de cette self-protection, il faut que l'éducatrice, rompant en visière avec les préjugés, que les gens les plus libéraux n'abordent que timidement. Il faut donc que l'éducatrice fasse l'éducation sexuelle de sa fille. Tabou ultime. Et donc, il ne faut pas juste ne pas mentir, mais il va falloir donner des explications. Alors, elle n'est pas contre le fait qu'il y ait des roses et des choses comme ça. Hein, les explications naïves que l'on donne de la génération de petits-enfants ne sont pas sans charme. Il sera toujours temps de l'enlaidir avec la réalité. Elle est même d'accord pour qu'il y ait des fées, des génies, des anges. Donc, de 6 à 7 ans, on commencera de laisser entrevoir la réalité sur la reproduction. Car il ne faut pas que cette vérité, les enfants la découvrent eux-mêmes. Pour enlever aux choses de la sexualité la caractère pervers, il est indispensable de les dépouiller du mystère dont on les couvre habituellement.
On commencera donc à dire vers la 7e année, la petite fille, que les enfants ne naissent pas dans les choux, ni dans les roses, mais dans le ventre de leur mère. Alors elle ne prend pas en compte le fait que les femmes sont enceintes, et donc que les enfants le voient. Voilà. Ou que les enfants à la campagne, donc là il y a des angles morts. Hein. Mais c'est intéressant, parce que 7 ans c'est l'âge de raison, on commence à pouvoir parler, vraiment parler. Donc la sexualité est traitée comme une question d'histoire naturelle, tableau de la reproduction chez les plantes, les animaux inférieurs, les oiseaux, les mammifères, et donc même moi pour les gens. Dès l'âge de 12 ans, surtout si l'enfant sort seul, ce qui sera le cas de notre jeune féministe, on devra la mettre en garde contre les hommes. Quelle tristesse. Il sera ici inutile, dans un âge aussi tendre, d'éclairer d'un jour trop cru les laideurs de la sexualité. On se bornera à expliquer qu'il y a un très grand danger pour les enfants, filles ou garçons, à suivre des inconnus, même bien habillés. À l'appui, on citera les faits divers des journaux, relatant les crimes de satire. L'enfant se contentera d'explications sommaires, comme celle-ci par exemple, que des hommes très normaux en apparence sont en réalité des fous atteints de la passion morbide de tuer des enfants. Cela suffira pour inspirer à la fillette une terreur salutaire des invites masculines. C'est vers 15 ans que l'on révélera toute la réalité. On ne gardera plus alors aucun ménagement. L'amour physique et sentimental, normal et pathologique, sera expliqué tel qu'il est. On entrera bien entendu dans les plus grands détails sur l'amour du point de vue social. Point d'exclamation. Boum. La séduction et les artifices de l'homme pour arriver à ses fins, pour amener à ses fins la jeune fille, la maternité en mariage et hors mariage, les pratiques néo-malthusiennes, c'est-à-dire qu'on apprend aux jeunes filles la contraception, les maladies vénériennes, la condition des femmes entretenues, la prostitution haute et basse. Autant que cela est possible, on montrera des exemples, parce que c'est la leçon de choses. On conduira la jeune fille à la porte des grands magasins à l'heure de la sortie des employés. On lui montrera l'amant jeune ou vieux attendant sa maîtresse. Des promenades fréquentes dans les quartiers pauvres de Paris permettront de la faire assister à des disputes entre mari et femme. Des promenades nocturnes lui donneront un aperçu de la basse prostitution. En fait, elle parle de classe, hein, quand elle dit haute et basse. C'est pas valorisant. On ne valorise jamais la prostitution, Pelletier. Elle valorise pas grand-chose, en fait, de la condition féminine. Elle stigmatise pas plus la prostitution que le reste, en fait. On ira notamment assister devant les commissariats à la montée des prostituées dans le panier à salade. Pour voir la haute galanterie, on assistera aux courses. Comment appréciera-t-on, au point de vue moral, la sexualité? Je ne saurais évidemment, étant donné que je considère que, tout autant que l'homme, la femme a droit à l'amour. Conseiller à la mère féministe de s'inspirer ici de la tradition. Avoir un amant n'est pas mal, ce qui est mal, c'est de se faire entretenir par lui, car on devient alors une marchande d'amour digne de tous les mépris. Donc elle a conscience du continuum de l'échange économico-sexuel. Et elle s'en défend, donc il n'y aura pas de matérialisation libératrice chez Pelletier. Et donc là, on n'est pas du tout dans... donc on va avoir... Alors je sais pas si elle va être abolitionniste dans un sens moderne, en tout cas... il n'y aura pas d'empowerment par le travail du sexe. C'est pas c'est un non-sens pour elle. Dans l'optique aussi d'une femme qui écrit en 1914. Avant de songer à la sexualité, la jeune féministe devra être en état d'assurer son existence, si elle est pauvre, si elle est riche, d'assurer son existence intellectuelle. On expliquera que, satisfaite trop tôt, la sexualité ne peut que troubler la préparation de la carrière et faire de la jeune fille une dévoyée pour toute sa vie. Et donc il y a quand même une stigmatisation de la sexualité. On rappelle dans une époque où la contraception est rare et n'est pas sûre. On dira aussi combien est profond l'abîme qui sépare la justice et la logique des réalités présentes. Ce droit imprescriptible à l'amour que la femme doit posséder, la société ne le lui accorde pas. Et comme nous vivons dans la société, il faut tenir compte dans une certaine mesure de ses préjugés. Il ne faudrait pas, par exemple, que la conviction de son droit à l'amour fasse de la jeune fille la dupe des hommes. Elle expose à être rejetée par la société dans la classe des femmes interlopes. Car on ne distingue guère, aujourd'hui encore, la jeune fille vivant en amour libre et la fille entretenue. Et donc, en fait, Pelletier ne partage pas le stigmate, mais elle connaît le stigmate. Et donc, ce qu'elle dit, c'est que ce n'est pas possible de vivre en dehors du stigmate. En gros, de la salope et de la pute, si je prends des termes très vulgaires, mais qui vont être des termes d'époque aussi. Cet antagonisme, et ça, en fait, même si elle n'est pas entretenue par un homme.
Cet antagonisme de la vraie justice et de la réalité sociale fera qu'il sera bon, tout en laissant une très grande somme de liberté à la jeune fille, de veiller un peu plus sur elle, jusqu'à l'âge de 20 ans. On la tiendra, pas plus, mais autant que les familles de la bourgeoisie tiennent les jeunes garçons. La raison d'une jeune fille de 15 à 16 ans est encore bien faible. Malgré tous les conseils, les exemples même, elle pourrait céder à l'attrait naturel que la jeunesse exerce sur la jeunesse, et perdre peu à peu toutes ses bonnes habitudes d'études et de travail régulier. À 20 ans, la jeune fille a toute sa raison, lui laissera donc sa liberté entière, à ses risques et périls. Si la jeune fille préfère rayer de sa vie le chapitre de la sexualité, on l'encouragera dans cette voie. Les lois et les mœurs asservissent la femme et elle ne peut guère trouver un peu de liberté qu'en se privant d'amour. C'est la vie qu'a choisi Pelletier, en fait. Même en union libre, la femme est en tutelle. L'homme se croit son maître et, pour conquérir l'indépendance, il faudra que la jeune féministe livre dans son ménage une lutte de tous les instants qui lui fera la vie intolérable et je ne crois pas qu'on en soit sorti. Les médecins qui ont écrit sur les dangers de la chasteté n'ont pensé qu'aux hommes. Les femmes n'ont pas une sexualité aussi impérieuse. Et surtout depuis, on parle de masturbation féminine. Dans les couvents, nombre de sœurs vivent très vieilles et en meilleure santé que les femmes mariées. La nervosité des vieilles filles tient à leur désœuvrement et non à leur continence, c'est-à-dire chasteté. Si elles sont souvent tristes, c'est parce que le célibat leur a été imposé par les circonstances, en dépit de leur grand désir de mariage. Notre jeune féministe aura pour remplir son existence sa profession, à laquelle elle ne manquera pas de joindre une ou plusieurs occupations désintéressées qui donneront une raison à sa vie. Elle cultivera une science, un art, s'occupera de politique ou d'œuvres sociales. Si elle a des amis, elle adoptera de préférence, ça c'est très très beau, la vie en commun à plusieurs jeunes filles. Elle évitera ainsi la solitude qui est la grande tristesse du célibat. Jamais Pelletier ne parle de lesbianisme. On ne sait pas si elle était lesbienne ou pas. En tout cas, il n'y a pas quelque chose qui ressemble à ça, comme pour Rosa Bonheur, par exemple. Mais c'est aussi une époque qui voit une montée de ça, mais dans d'autres cercles. J'espère en parler bientôt. Mais la jeune fille peut vouloir mettre la sexualité dans son existence. Quel conseil alors lui donner ? Cela dépendra du milieu social. Si on est riche, on pourra laisser la jeune fille se marier. Une union libre la mettrait au banc de sa classe et le mariage dans les classes dirigeantes est moins asservissant pour la femme que dans la bourgeoisie moyenne et surtout dans le peuple. Bien entendu, on prendra ses précautions quant à la fortune. C'est le régime de la séparation des biens qui sera choisi et c'est la fin. Quelques remarques générales sur ce texte que je trouve extrêmement important, mais qui est un texte mineur en histoire des idées, et parce que c'est un texte qui n'a pas de réception, en fait. Pelletier, c'est un miracle, mais c'est un miracle sans suite. C'est un apax. Déjà dans le milieu féminisme, le milieu féminisme de cette époque, c'est un apax. Donc une exception encore dans la condition féminine de l'époque. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est ces questions de constructivisme. C'est aussi ces questions de comment, à quoi a droit la femme, les femmes, donc, on va dire la femme à la Pelletier, mais que peuvent-elles réellement ? Et on voit comment il y a quelque chose qui est pas loin, qui est pas loin d'une pensée intersectionnelle, qui va aussi s'adapter aux circonstances, mais qui s'adapte très durement à des conditions extrêmement dures. J'avais d'autres développements à faire, mais c'est essentiellement ça qui me retient le plus. Et cette espèce d'immense tristesse que j'ai ressentie en lisant ça hier, et en le relisant aujourd'hui, de voir d'abord cette modernité qui est restée sans écho, et ensuite le pragmatisme, pour employer des grands mots, mais on va les employer dans des sens courants. Nous, on doit faire preuve, Pelletier, jusque dans des textes programmatiques et qui ne sont pas loin d'être utopistes. Comme si l'utopie se dérobait aux femmes, en fait. Comme si l'utopie était impossible. Et pourtant, il faut essayer. Je vous dis à bientôt.